Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nos invités sont déjà en plateau. Je vais commencer par Hamzat Abdoulaye, qui n'est pas là. Je vais commencer par vous, Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Habib Adjaï, acteur politique, et Hamzat Abdoulaye qui devrait nous rejoindre d'un moment à un autre. Deux sujets au menu de notre émission de ce soir. Nous allons commencer nous allons commencer dans la même ligne que la semaine passée autour de ce nouveau code électoral et de ses implications. Mais ce soir, Mohamed Yamidi, nous allons parler plutôt de l'organisation à l'interne des partis politiques. Selon vous, à quoi oblige ce nouveau code en ce qui concerne l'inclusivité, l'animation même au sein des partis politiques? Merci, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. C'est heureux qu'on en arrive là. Pour quelqu'un qui a été observateur du jeu politique et de la vie politique depuis longtemps, pour quelqu'un qui est au Bénin et qui a toujours vu comment on a fait la politique chez nous, qui a toujours vu comment les débats se mènent et comment les débats ont été menés, comment les débats se mènent et continuent d'être menés. Quand on voit aujourd'hui ce que prévoit le code électoral, notamment la disposition sur le parrainage, qui en fait vient mettre à l'endroit un certain nombre de choses. Parce que quand on dit que, en fait, le parrainage tel qu'il est conçu aujourd'hui, ça ramène totalement, on l'a déjà dit, ça ramène totalement les partis politiques au sein du jeu démocratique. Donc, étant donné que l'élu, que ce soit député, qu'il soit maire, ne peut aujourd'hui parrainer un candidat que celui désigné ou quand même le candidat venant de son parti, à moins qu'il ait accord de gouvernance, étant donné que la chose est ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on aurait un président issu des partis politiques. Pour une fois, ce serait quelque chose vraiment de très agréable. Ce serait quelque chose... Il était temps qu'on expérimente quelque chose de nouveau. Il était temps, en fait, qui n'est pas si nouveau que... Enfin, quelque chose de nouveau parce que c'est la première fois. Mais ça a toujours été notre souhait depuis la conférence nationale, depuis que nous avons embrayé avec le renouveau démocratique. Et donc, comme le candidat viendra du parti, ça veut dire que s'il est élu, forcément ce sera un des candidats qui sera élu. Quel que soit le candidat, il viendra des partis. Il sera porté par un parti. Donc, il sera élu et donc c'est forcément un parti qui va gouverner à partir du moment où c'est ce candidat-là qui sera élu qui va accéder au fauteuil présidentiel. Ça veut dire quoi? C'est une vision, c'est la vision d'un parti que nous aurons à la tête du pouvoir et qui sera décliné en objectifs et en action, en programme d'action, en action de gouvernance. À partir de ce moment, il est important de se poser la question de savoir quelle est alors réellement la vision prônée par ces partis. Parce que depuis toujours, nous avons eu des partis et jusqu'à ce qu'on en arrive au plus grand aujourd'hui. Par exemple, un parti qui à lui seul a 53 députés à l'Assemblée nationale, c'est pas petit. Mais réellement, quelle est la vision que l'on prône au sein de ce parti? Même si l'on s'appelle Union progressiste, même si l'on s'appelle Bloc républicain, même si le parti s'appelle les démocrates. Mais en réalité, quel est le débat qu'ils font? Quelle est la vision qu'ils prônent? On ne sait pas. On ne connaît pas le programme des démocrates. En tant que même parti qui se dit les démocrates, on ne connaît pas leur programme. Ils ne font que surfer sur des questions de personnes et de personnalisation. Les programmes des autres aussi ne sont pas aussi Union progressiste, le renouveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? C'est quoi la vision progressiste? En tant que grand parti, qu'est-ce que vous prônez? Quelle est l'idéologie même de ce parti? Quand on est progressiste, qu'est-ce que l'on veut? On est progressiste d'abord sur quel point? Sur quel point? Quelles sont les bases sur lesquelles on a décrété le progressisme en question? Ensuite, bloc républicain. Comment est-ce que l'on met en valeur, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on débat des questions des valeurs républicaines? Quelles sont même les valeurs que jugent qui doivent être des valeurs républicaines? Et je parle des valeurs républicaines. Et donc, qu'on doit sur lesquelles on doit débattre.
et qu'on veut implémenter à la tête du pays une fois que l'on accède au fauteuil présidentiel. Voilà les genres de débats auxquels on doit assister. C'est par là d'abord que ça doit commencer. C'est par là que ça doit commencer parce que pour moi, les députés ont voté, la Cour constitutionnelle a dit que la loi est conforme à la Constitution. Il ne reste que le président promulgue la loi. Donc, ça, ce serait fait, puisque le président l'avait déjà dit. Donc, on ne doit pas réfléchir à ce sujet-là. Maintenant, à partir du moment où c'est fait, pour moi, tous les débats qui tournent autour de on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a eu le consensus, ils n'ont pas pris en compte ce que nous veut. Pour moi, ce débat-là est dépassé. C'est fini, c'est dépassé. Puisque si nous devons respecter ce que nous avons nous-mêmes mis en place, comme dirait l'autre, l'obéissance aux lois que nous nous sommes librement données est liberté. On a dit que dans notre processus, dans notre démocratie représentative, les députés font la loi. Ils ont été désignés par le peuple pour les représenter et en leur nom légiférer. Ils ont voté. La Cour, qui est le dernier recours, a tranché. Donc il n'y a plus de débat. Tout ce qu'on est en train de... Tout le débat auquel on assiste là, pour moi, c'est dépassé. Maintenant, revenons au parti. Si on revient au parti, au sein des partis, au sein des partis, c'est de nous dire comment c'est cela fait. Nous voulons voir les chefs de parti incarner les partis. Nous voulons voir les militants débattre. Nous voulons voir des courants au sein de ces partis. Je suis de tel parti. Voilà ce que moi je pense. Par rapport, bien sûr, en respectant la ligne du parti. Mais en respectant la ligne du parti, c'est de dire, moi, je suis de l'Union progressiste, je suis progressiste. Mais voilà ma vision par rapport au secteur de l'énergie. Le gouvernement est en train de faire ci, en train de faire ci, en train de faire ça. C'est bien. Nous pensons qu'on peut encore mieux faire parce que pour pouvoir accéder au fauteuil, la moindre des choses pour les partis de la mouvance, par exemple, c'est de se reconnaître, c'est-à-dire que c'est de porter le bilan de ce qui se fait là. Et donc, à partir de ce moment, c'est qu'on vient nous dire telle chose qui se fait, on peut encore l'améliorer plus pour que ça soit encore mieux fait pour les populations. Donc, globalement, c'est la démocratie au sein des partis qui doit revenir. C'est le débat d'idées au sein des partis. C'est à ça qu'on doit revenir maintenant. Et c'est ce que nous voudrions voir. Nous invitons, évidemment, moi j'aurais grand plaisir à discuter avec les chefs de parti ou avec les élus, ceux qui sont déjà élus ou ceux qui aspirent aux fonctions d'élus au sein des partis, pour qu'on puisse dire ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que les populations se portent mieux. Puisque la seule chose à laquelle les populations aspirent, c'est que ceux qui sont élus ou ceux qui aspirent au fauteuil là puissent donner des réponses au quotidien des populations. Habib Adjaye, vous êtes un peu plus impliqué dans la pratique, on va dire, politique au sein des partis. Quand on a dit tout ce qui a été dit au sein des partis, comment l'animation doit se faire pour que les objectifs que le code projette pour ces partis politiques-là soient effectifs. Comment, on a parlé de militantisme, on a parlé d'école de parti, comment ça doit être managé à l'interne pour que les desseins de ce noble projet, des objectifs du système partisan soient atteints. Comment vous voyez l'animation au sein de ces partis politiques? Merci pour la question. Moi, je pense quand même que le débat n'est pas... Il n'y a pas grand débat. Parce qu'aujourd'hui, je suis un parti politique A. Quelle est ton idéologie? C'est d'abord, il faut nous afficher, chaque parti doit pouvoir être reconnu par rapport à son idéologie. Je prends l'exemple dans le code, quand on parle d'accord de gouvernance, cela a rapport par rapport à l'idéologie du parti. Si votre idéologie ne correspond pas à l'idéologie du parti X, ne correspond pas à l'idéologie du parti Y, ça veut dire que dans le code, il n'y a pas moyen de faire un accord de gouvernance. Donc les partis politiques doivent d'abord commencer par communiquer sur leur idéologie. Pour qu'on sache qui ils sont effectivement sur le plan idéologique. De deux, c'est d'abord à l'intérieur que ça commence et ça sort. De deux, parce que je ne suis pas sûr que si on prend un parti politique Y ici, sur l'échiquier politique national, et que vous sortiez avec votre caméra, que vous partiez du micro-trottoir, oui, moi je suis de tel parti politique, c'est quoi votre idéologie? Les gens se sont incapables de pouvoir répondre. De deux, la charte des partis politiques a indiqué, une fois après, vous êtes conçu en tant que parti politique, vous devez avoir un projet de société. Ils en ont tous.
Nous en avons tous. Mais c'est quoi? Est-ce que vous avez vu depuis cet événement-là, aucun d'entre eux, j'ai dit aucun d'entre eux, mis à part la période des élections, même en pleine des élections, ils ne communiquent pas sur leur projet de société. Il faudrait aujourd'hui que les partis politiques commencent par dire effectivement, nous voilà notre vision de Bénin de demain. Communiquer sur leur projet de société. Dans tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur. Mais au-delà du fait de communiquer, d'abord la communication, c'est une question de professionnels politiques. Je ne parle pas des médias. Parce que ceux qui communiquent, ceux qui viennent devant des médias, nous voulons tous le faire, mais nous ne pouvons pas tous le faire. Mais ceux qui le font aujourd'hui, ils ont eu certainement un parcours, une culture, des bagages, ils ont une expérience de la chose. Il faut continuer par former ceux-là, la personne à la science infuse, à l'idéologie du parti, au projet de société du parti, et les outiller pour leur permettre de pouvoir communiquer effectivement au sein du parti. Donc, cela appelle à la professionnalisation des tâches, de la pratique politique. Dans la communication, oui. Dans la mobilisation, oui. Dans la formation, oui. Dans etc., etc. Mais dans tout ce que vous décrivez, comment le militant trouve sa place? Le militant, d'abord, en priorité, c'est celui qui doit être continuer par être formé en continu. Parce qu'il faut former. Le militant, d'abord, du sommet jusqu'à la base, il faut former. Il faut former les militants. Non seulement les former sur la pratique politique, sur l'idéologie, mais sur le projet de société. Et le militant doit pouvoir se sentir concerné. Parce qu'une fois recruté, enfin, pas recruté, je veux dire, une fois enrôlé, et qui existe effectivement dans les bases de données du parti politique, qui travaille pour le parti politique, qui participe régulièrement à ces réunions au sein d'une cellule à la base, ou je ne sais pas, au niveau de l'arrondissement ou au niveau du quartier, du village, il se sent déjà impliqué. Donc, si c'est que chaque 3 mois, qu'il a une formation, tout au moins, ou 2 fois par an, on vient discuter avec lui, le former sur tel sujet ou tel sujet, il se sent pris en compte. Et quand vous vous sentez pris en compte, vous vous donnez à la chose. Au-delà du fait que le militant soit pris en compte, le réseautage, c'est le militant à la base qui le fait. Mais tous les militants ne font pas le réseautage. Il faut identifier ceux qui font de la mobilisation. Parce que je suis responsable du parti en haut au sommet, mais je ne suis pas sûr que ceux-là savent de quoi est fait de la mobilisation à la base. Donc, prendre en compte les femmes du parti, les jeunes du parti, et leur donner la formation qu'il faut, la manière dont il faut, puisque la pratique de la mobilisation existe, chacun le fait à sa manière. Mais il faut professionnaliser la chose. Dire à la base, à ceux qui sont chargés de le faire, vous le faites déjà si bien, maintenant vous allez le faire autrement, pour que cela fasse gagner le parti politique, etc., etc. Maintenant, il y a d'autres pans sur lesquels on peut aller dans ce sens par rapport à la charte des partis politiques, où il a été évoqué que le parti politique doit être celui-là qui, enfin, doit être l'institution politique qui permet d'animer la vie politique. L'animation de la vie politique. Je dis, il y a encore un problème qui est là. Mais cette charte-là vient régler le problème. Parce que si vous voulez gagner les élections, soulever des sièges, ou gagner une élection présidentielle, participer à la gestion du pays, il va falloir que vous puissiez déployer tout ce qu'il faut. Et déployer tout ce qu'il faut, ce n'est pas seulement derrière les rideaux, où nous on a resté 30 ans derrière. Aujourd'hui, c'est dans les médias que ça se fait. Vous travaillez en off, en back-office, mais vous venez aussi au devant de la scène pour pouvoir afficher ce que vous faites, pour pouvoir critiquer l'action du gouvernement, pour pouvoir soutenir ce qu'il faut soutenir, pour pouvoir proposer ce qui est nécessaire de proposer, pour corriger ce qui est en train d'être fait. Parce que c'est trop facile aujourd'hui, avec cette charte-là, de communiquer pour jeter seulement des cailloux aux autres. Mais et moi, je propose quoi? Il faut dire ce qu'il fait. Nous, on serait là. Voilà, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Parce qu'on ne peut plus sortir et parler en l'air. Il faut sortir et gagner chaque fois une voix, 10 voix. Chaque fois la sympathie de ceux qui nous regardent. Et cela s'appelle de la professionnalisation. C'est
la professionnalisation, ce n'est pas seulement les députés qui doivent toujours être dans les médias et d'en être de trop. Parce que ceux qui ont l'habitude de les voir, ils savent déjà que si eux ils sortent, c'est pour ci, c'est pour ça. Donc, c'est une mobilisation qu'il faut faire, une vision, une machine qu'il faut déployer à tous les niveaux du parti politique pour en faire effectivement un instrument de développement. Mais, je veux parler pour finir là, de l'administration des partis politiques. Le parti politique se doit à l'intérieur aussi d'être président. La charte GA l'exige, il faut être présent partout, mais il faut effectivement être partout et être opérationnel à tous les niveaux jusqu'au dernier cantonnement pour qu'effectivement, de par votre présence, que le militant, vos militants, puissent se sentir concernés et venir partager avec vous la vision du peuple, se réunir, discuter avec vous et pourquoi pas vous interroger par rapport à telle décision au sommet de l'État, etc., etc. Mohamed Yamidi, l'animation au sein des partis, comment dans la nomenclature, dans la nouvelle nomenclature, comment les partis peuvent s'adapter pour amener jusqu'au du dernier militant jusqu'au chef de parti, ce mouvement d'entraînement qui puisse amener, qui puisse impliquer tout le monde à la base et donc disons, essayer d'harmoniser quelque peu les points de vue pour que les militants soient impliqués, pour qu'il y ait un effet d'entraînement, pour que les frustrations, en tout cas les quoi qu'on a observé ici et là, on ne va pas espérer que tout disparaisse, mais qu'on arrive quand même à des ensembles harmonieux qui puissent proposer quelque chose de potable et de lisible aux citoyens, aux électeurs potentiels. Vous savez, la vocation d'un homme politique et des hommes politiques, c'est de porter les débats qui existent au sein de la société. Et quand il porte ces débats, qu'il propose des solutions à ceux qui vivent ces problèmes au quotidien, ils se retrouvent à travers ce qu'ils proposent et donc ils adhèrent à la vision du parti selon la personne qu'ils proposent en tant que membre du parti. À mon avis, je ne suis pas en train de décrire forcément un schéma ou de définir un mode opératoire, mais je pense que ça pourrait aller dans deux sens. Le premier, c'est qu'à la tête du parti, celui qui incarne, qui porte les idéaux du parti, puisse faire en sorte que cet idéal-là soit comprise de ceux qui sont au niveau de l'appareil du parti et que ça descende progressivement en termes d'idéal par la communication jusqu'au niveau des militants à la base. Et le second sens, c'est que les problèmes des quotidiens, des militants, ce qu'ils ont, ce à quoi ils aspirent, puissent être reversés au niveau des élus à la base, des plus proches à la base et qui va commencer maintenant par remonter petit à petit selon l'échelle, l'organisation du parti jusqu'au sommet du parti. De mon point de vue, c'est comme ça que, de façon schématique, on peut faire la chose pour que ça puisse couler et que les gens puissent se retrouver. Dans le premier sens, c'est que celui qui est à la tête du parti doit afficher des ambitions, doit incarner le parti, doit maintenant dire, c'est comme un costume qu'on vous porte. Comment est-ce que, si je prends le même costume que vous avez là, si je le porte, la façon dont ça n'ira pas à l'autre qui est de la même façon. Donc c'est la façon dont il va porter le costume, la façon dont il va venir avec lui, ses idées, lui, ses imaginations, en restant dans la ligne du parti, dans l'idéologie du parti, pour dire que si nous on arrive au parti, ça dit que le parti, sous la houlette du chef, sous moi, ma houlette si je suis chef, voilà comment on peut conduire la vision du parti pour régler les problèmes du pays dans le secteur de l'éducation, qui pour moi est le secteur le plus, c'est-à-dire que ce qu'il faut prendre à bras le corps, la grande majorité, je vous dis la base même de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, qui fait même que en termes de vision, les choses ne peuvent pas s'implémenter, qu'on puisse obtenir tout de suite le résultat, c'est le problème de l'éducation. Alors que les partis nous disent, pour eux, comment est-ce qu'ils voient le problème du secteur de l'éducation? Quelles sont les solutions qu'ils veulent apporter avec ce qui est déjà mis en place là? Aujourd'hui, on a un Conseil national d'éducation, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que les résultats seront visibles d'ici 5 ou 10 ans, mais eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Comment est-ce qu'il faut orienter l'éducation du pays? Déjà à la base, l'école, qu'est-ce que ça va être? Quels sont les enseignements qu'il faut donner à l'école? Parce que je le dis toujours, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de son pays, tu ne peux pas défendre un pays dont tu ne connais pas l'histoire. Tu ne peux pas finir l'université, sortir de l'université française sans connaître la Révolution française, sans apprendre ça. Mais ici, l'histoire de notre pays, on apprend ça où? Nulle part. Plutôt qu'on te parle de ça, on va te parler de Burundi, on va te parler de tel ou tel autre pays, quelque chose dans lequel les gens ne se retrouvent pas. Et donc, vous faites tout un parcours, tout un cursus scolaire, vous sortez
sans savoir votre pays, quels sont les vécus, quelles sont les histoires du pays que les gens doivent connaître pour savoir que voilà d'où nous sommes partis, voilà là où nous voulons arriver, quels sont les comportements qu'il faut, quelles sont nos valeurs. C'est ce que l'école doit inculquer. Et donc, que chaque parti vienne dire, en termes de éducation, voilà ce que nous voulons. Le civisme, la question de la citoyenneté, de l'égalité des gens. Pour moi, ces 3 points-là, ça va ensemble. C'est un trio. L'éducation, le civisme, le patron du civisme, patriotisme et tout ça. Et la question de l'égalité. Comment on veut que les femmes participent davantage mais ça, ce sont les propositions donc, que les partis peuvent faire. Maintenant, à l'interne, comment les militants s'y retrouvent. Dès lors que c'est implémenté à la tête et que chaque personne qui est au niveau de la structure du parti, qu'il soit, je parle là des dirigeants, c'est eux qui sont à charge. Prenez par exemple un parti, quel que soit le parti, qui a des élus, qui a un chef d'arrondissement, qui est membre d'un parti. Le chef d'arrondissement, il est chef d'arrondissement, comprend des quartiers. Avec la loi maintenant, c'est encore eux qui vont diriger le chef de quartier. Donc à partir de ce moment, vous ne pouvez pas me dire qu'un parti n'aura pas de représentants au niveau de l'organisation jusqu'à la base qui puisse toucher les gens et qu'on puisse les mobiliser. Ce n'est pas possible. Et donc si la structuration est déjà là, maintenant qu'on mette ça en branle, qu'on donne du contenu à ça et les moyens, et ça passe d'abord par les formations qu'on donne à ceux-mêmes qui sont dirigeants à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on regroupe les chefs d'arrondissement, qu'on leur décline la vision du parti, les chefs de quartier, qu'on leur décline la vision du parti, à eux maintenant d'entretenir ça. Et aujourd'hui, on a une chance formidable, on n'a même plus besoin de se gêner autant. Il y a les médias de masse. Quel que soit ce que vous dites aujourd'hui à Cotonou, la personne qui est à Tangueta, il peut écouter ça. Et on communique de cette manière-là. Donc on n'est pas toujours obligé de se déplacer pour aller voir les gens. Si ce que vous dites, vous le matérialisez à travers des actions et que les lois qui seront amenées à voter, les propositions qui seront amenées à faire, les citoyens, là, les électeurs se retrouvent dedans, il n'y a pas de problème que ça ne marche pas. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais c'est petit à petit que l'on remarque les débats qui se font au niveau de l'Assemblée, les débats qui se font au niveau des conseils communautaires. Même si, prenez par exemple les conseils communautaires, on ne sait même pas quel genre de débat ils mènent là-bas. Donc, quand on remarque que ces débats-là, que chaque matin, quelqu'un qui est élu ou bien quelqu'un qui aspire à diriger s'assoit et réfléchit aux problèmes des gens qui sont dans son alentour. Ils ont forcément des problèmes. Et lui, en tant que lui, c'est ça qui doit le préoccuper. Ce n'est que comme ça que les gens peuvent adhérer. C'est quand je vois que ma préoccupation là, mon problème là, ça te préoccupe. Et que tu me proposes des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est des solutions toutes faites. Ça ne veut pas dire que c'est génial, ça sorti d'un laboratoire. Mais que je sente au moins que tu prends en compte mes aspirations. Je peux te faire confiance. Et si je te fais confiance, je peux t'accorder mon suffrage. Si je t'accorde mon suffrage et que beaucoup de gens t'accordent ton suffrage, tu pourras te retrouver là où il faut pour prendre les décisions en notre nom. C'est un peu comme ça que ça peut marcher. Maintenant, il y a, à côté de l'idéologie, à mon avis, il y a ce qu'on appelle la vision. Quand vous prenez par exemple en France, je ne suis pas en train de parler d'idéologie ici en termes de droite, de gauche, de centre, mais que l'on sente que voilà comment nous là, on veut participer à l'élaboration du progrès pour les Béninois. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que chez nous, nous aurons des talonistes? Est-ce que nous aurons des yaïstes? Est-ce que nous aurons des congouistes? Parce que chacun de ces hommes-là, quand ils sont passés au pouvoir, ils ont essayé d'implémenter quelque chose dans leur manière de gouverner qui peut inspirer d'autres personnes qui viennent. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui accéder et dire que talent, tout ce qui est fait là, il y a du beau et du bien dedans. Et donc, si en tant qu'homme politique, si je suis talonné, ça veut dire que je dois avoir quels sont les principes que le président Talon en son temps a érigé en valeur de gouvernance qu'il faut perpétuer et ritualiser. C'est comme ça qu'on en arrive à des visions. C'est tout simplement comme ça qu'on peut diriger un pays, amener les gens à adhérer autour de ça. Parce que moi, j'aime ce que je retiens de la gouvernance Talon, ce que je retiens de la gouvernance Yahi. Et que ainsi de suite, ça se décline en vision, qu'on voit clairement que si moi j'arrive là, ce à quoi on aspire finalement, c'est que quoi? On ne veut plus qu'on vienne découvrir les gens dans l'action. Il faut qu'on se fasse une idée, tout au moins à 50%, de ce que ceux-là feront quand ils viennent au pouvoir. De sorte que quand ils viennent et commencent par mener des actions, qu'on ne se surprenne plus à dire « Ah bon ?» Mais il n'avait pas dit ça. Prenez par exemple le président Talon. Il avait annoncé toutes ces réformes-là avant de venir. Mais j'ai l'impression que... Bon, ce n'est pas une impression. Certainement, les gens n'ont pas du tout écouté, ils n'ont pas suivi. On sait ce qui les a amenés à aller voter. Dès lors que le président Talon se retrouve dans le fauteuil et veut commencer par implémenter sa vision, les gens disent « Ah non, mais nous on ne veut pas ça. Mais nous on n'est pas d'accord pour ça. » C'est ça en fait le problème. On ne veut plus ça. Et pour que ça n'arrive plus, pour que les gens ne soient plus surpris, c'est dès maintenant que la vision doit être déclinée clairement. Abiba Yahi, les écoles de parti, plus jamais, doivent être au fronton de cette transformation qu'on souhaite.
Oui, les écoles de parti, d'accord, mais les écoles de parti jusque-là, c'est seulement fait au niveau, au sommet à un niveau plus élevé. Ça n'a jamais été jusqu'à Les écoles de parti sont censées brasser large, former le dernier des militants. Maintenant, il faut sortir des départements, il faut aller au niveau des communes, il faut descendre dans des arrondissements, descendre dans les quartiers. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le parti politique s'organise. Il y a un bureau exécutif national, un bureau politique qui est en haut, quelque part, certainement ça dépend de leur structuration. Et au niveau de chaque commune, il faut qu'il y ait un conseil tout au moins par rapport au bureau, ou bien un bureau communal, ou bien départemental, un bureau communal, et que la formation puisse s'élargir au niveau communal et descendre dans les arrondissements et dans les quartiers. Parce que on peut, les leaders, par exemple, je prends un exemple à tout hasard, quand on vient dans un arrondissement, on organise une école de formation au niveau de l'arrondissement. Ce n'est pas les mêmes acteurs qu'on prendra quand on va descendre au niveau du quartier ou du village. Certainement qu'au niveau de l'arrondissement, on va prendre des leaders, je veux dire des leaders d'opinion. Et puis, un certain nombre, on les forme. Mais quand on descendra au niveau du village, ceux-là ne vont plus se retrouver dedans. Ou peut-être, individuellement, ils vont se retrouver. Plus d'autres, pour cadrer un peu la tour. Donc, la formation doit être à tous les niveaux, à toutes les étapes. Ces étapes même qui n'existaient pas, il faudrait les créer. Moi, je dirais même, aujourd'hui, avec ce qui se passe, même dans un village ou dans un quartier, il faudrait que chaque rue ait sa cellule. C'est possible. On peut en arriver là. Mais ça dépend de la vision que le parti implémente. Parce que si je suis d'un parti politique et je sais que je suis pris en compte, je suis un cadre de parti, je suis politiquement actif et que je sais ce que je vaux et que le parti compte sur moi, on me le fait savoir, ça veut dire on me met en confiance. Déjà, même dans ma rue, je peux déjà cadrer ma petite ruelle. Et individuellement, si chacun peut cadrer sa ruelle, je pense qu'il y a une toile qui se crée, un maillage qui va se faire, et du coup, ce serait plus facile de mettre tout ça en réseautage. Donc, la formation est primordiale, mais au-delà du fait que la formation n'est pas que seulement pour les militants, aujourd'hui, les partis politiques ont des partenaires à l'international qui viennent former les femmes, les cadres du parti politique. Donc, il faut continuer de développer ce type de partenariat avec ces partenaires qui viennent des Américains, je sais que des Allemands, etc., des Belges, qui viennent nous tendre la main, oui, et avec leurs moyens, leurs sous, et qui nous fassent, qui nous donnent des formations qu'il faut. Il faudrait qu'on continue à travailler avec ces partenaires, et que je profite pour dire merci, parce qu'ils le font pour tous les partis politiques existants au Bénin, que nous saluons, à qui nous tirons satisfaits pour l'intérêt qu'ils portent pour la chose politique au Bénin. Et voilà donc ce que je peux dire à ce niveau. Maintenant, pour finir, je voudrais ajouter que les partis politiques, au sein des partis politiques, il doit y avoir plus de démocratie. Parce que, tel que c'est là maintenant, qu'on parachute quelqu'un comme ça, pour dire c'est lui qui est le président du parti, ça peut créer des frustrations. Il faudrait qu'il y ait des primaires, même pour désigner des responsables du parti. Au plus haut sommet de l'État, tout au moins, je dis tout au moins, au plus haut sommet de l'État. Que les gens sachent et adhèrent à leurs dirigeants. Et au-delà de tout ça, il faudrait qu'il y ait un règlement intérieur dans les partis politiques. Aujourd'hui, même s'il y en avait, il y en a d'ailleurs, il y en a parce que l'achat des partis politiques, après l'achat des partis politiques instaurés, chaque parti a forcément son règlement intérieur. Aujourd'hui, avec ce code, je pense que les gens doivent relire leur règlement intérieur. Parce que, vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, par rapport aux questions de parrainage, où c'est vrai, c'est clair au niveau du code, mais le règlement intérieur doit pouvoir prendre en compte certains aspects du code pour qu'aujourd'hui, le monsieur X, Xavier Noumon, s'il est proposé pour être candidat, il faudrait qu'il signe un engagement envers son parti. Tu prennes un engagement tout au moins envers le parti politique pour dire ok, je suis candidat, ok, je réponds, je vais être candidat au nom du parti, je suis désigné, je dis oui parce que je réponds à la vision du parti, je réponds à respecter le code électoral en vigueur, je réponds à respecter le règlement intérieur du parti. Voilà mes prérogatives, mes devoirs et mes droits. Donc, par conséquent, je ne suis plus
là de moi-même. Donc, par conséquent, je dois, quand on dit, il faut le règlement de l'obligation de compte rendu est obligatoire. Et les primaires, il faut les organiser aussi. Parce que pour les candidats éventuels au sein du parti, il peut y avoir plusieurs candidatures au sein du parti pour être allé, par exemple, à une élection présidentielle. Alors, ils ont peut-être, je ne sais pas, 40 ou 50 parrains. Les avis peuvent être partagés. Il faut organiser, il faut instaurer cette démocratie-là au cœur des partis politiques pour qu'on sache tout au moins que les perdants vont se plier à ceux qui auront la majorité pour désigner leur candidature, leur candidat, pardon, pour aller conquérir au nom de tous les militants du parti. Vous parlez de primaire, c'est beau, hein? C'est l'idéal, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais s'ils ne font pas, ils vont se casser la gueule, ils vont clasher les partis politiques. La problématique, c'est le comment. Et ils vont en souffrir. La problématique, c'est le comment. Comment en arriver là même si la manière dont les gens deviennent leaders pose déjà problème? Parce que les leaders dont nous parlons là, comment arrivent-ils à être leaders? Est-ce que c'est en se connectant aux problèmes des gens de leur quartier, de leur arrondissement, de leur commune et trouvant solution à ça qu'ils deviennent leaders? Ou bien c'est par rapport à la mise, à ce qu'ils apportent? C'est ça le problème. Si c'est de cette façon que les gens deviennent leaders, souffrez qu'il n'y ait pas de débat. On ne peut débattre de rien si c'est sur la question de la mise, parce que quelqu'un aura toujours plus que quelqu'un et tout le monde n'est pas appelé à en avoir. Et donc si ce n'est pas sur la base des idées, ce que les gens proposent, que les gens sont leaders, je ne vois pas comment on pourrait aller à ce que... C'est l'idéal, hein? Mais déjà, comment les gens arrivent à devenir leaders? Parce que si ce n'est pas sur la base des problèmes que l'on pose et les solutions que l'on y trouve, je ne sais pas comment on peut arriver concrètement à faire un débat et on puisse départager les gens. Comment on va faire? C'est déjà au niveau de l'arrondissement que les gens ont voté, ensuite de la commune, ensuite comment ils vont faire ça? C'est ça le vrai problème. Et moi, je voudrais voir en réalité comment ils font ça. Du champ politique au champ social, on va y aller parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un conseil des ministres extraordinaire et de nouvelles mesures d'amélioration des conditions de vie des aspirants au métier d'enseignement ont été prises par le gouvernement. Il convient de s'attarder là-dessus au regard de l'ampleur des mesures prises ce lundi. Très rapidement, vous les rappelez, le gouvernement a décidé donc d'octroyer de nouveaux avantages au profit des de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Et aussi le Conseil qui a accordé la réintégration de 175 AME qui en 2021 s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour faire de grève et suspendus de ce fait par le ministère de tutelle. Un effort du gouvernement et qui représente une facture annuelle, un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA. Si tout va bien, nous avons en ligne Alessandre Adjinan. Alessandre Adjinan, bonsoir. Oui, vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin. Très rapidement, on voudrait déjà recueillir votre impression quant à cette disposition prise par le gouvernement à l'occasion de ce Conseil des ministres du jour. Merci. Il faut dire que le gouvernement a agi dans le bon sens. Dans le bon sens parce que le combat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des AME est notre combat. Notre combat de tous les jours. Puisque les AME ne sont pas des enseignants entièrement à part, mais ils sont des enseignants à part entière. Et par rapport aux mesures, lorsque nous prenons la réintégration des AME suspendus, mais ce n'est que justice. Cela va contribuer à la décrispation de la tension sociale. Pourquoi? Parce que ces AME
avait protesté contre les 30 heures, l'attribution des 30 heures, puisque l'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 portant charge horaire hebdomadaire est connu. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, cet arrêté n'est pas abrogé. Donc les AME ont estimé qu'on ne devrait pas avoir cet arrêté et leur attribuer 30 heures. Et malheureusement, ils ont été suspendus. Donc, le gouvernement leur a rendu justice en procédant à leur réintégration. L'autre mesure, c'est la rémunération des AME pendant 12 mois. Ça aussi, ça a été notre combat. Et nous devons remercier la COSI Bénin parce que nous ne ratons aucune occasion, sous le leadership du camarade Noël Chadari, nous ne ratons aucune occasion pour poser ces problèmes-là, pour présenter, soit sous forme d'exigence, soit sous forme de doléance, à travers du lobbying et tout. Parce que si les conditions de vie des armées ne sont pas améliorées, l'école béninoise sera à terre, puisque c'est le plus gros effectif aujourd'hui. Donc, c'est un pas dans la bonne direction que de décider de payer les armées 12 mois sur 12. S'agissant des congés de maternité, mais je dois vous dire que la COSI Bénin a fait beaucoup de choses dans ce sens. Le secrétaire général Noël Chadari a mis en place un comité dont j'ai été le rapporteur et nous avons adressé un mémorandum au gouvernement. Donc nous nous battons, nous faisons des déclarations, des exigences, mais nous faisons encore du lobbying. Et ce mémorandum a été déposé au gouvernement. Et nous constatons que la plupart, puisque le souhait c'est que les armées deviennent systématiquement des agents de l'État, nous avons fait la démonstration pour signifier au gouvernement que si on les maintenait dans ces conditions, que l'école va s'écrouler. Donc, ce mémorandum a été déposé au gouvernement et si les femmes bénéficient désormais des congés de maternité, c'est aussi une manière de respecter la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale en République du Bénin. Parce que cette loi, au niveau de l'article 45, a prévu que les prestations familiales concernent aussi les périodes de repos des femmes salariées en couche. Et cela est prévu par le Code du travail qui n'est pas abrogé dans notre pays. Donc, nous avons fait un travail scientifique que nous avons déposé au gouvernement sous le leadership du camarade Noël Chadari. Et ayant fait ça, le gouvernement a essayé de répondre favorablement à nos doléances. Et je crois que c'est ce que nous venons de constater. Et le gouvernement doit aller au-delà. Oui, Alessandro Adjina, avant d'aller plus loin, en ce qui concerne la prime d'engagement pour service d'intérêt national de 20 000 francs CFA, est-ce que ça aussi c'était attendu? Oui, la prime d'engagement pour service d'intérêt national, les 20 000 francs CFA par mois à compter de ce mois de mars 2024. Bon, si on les reversait, ce n'est pas une question de 20 000 parce que ils ont droit aux indemnités de logement. Il y a 2 indemnités de logement pour les enseignants, et prime de risque et prime de nuit et tout ça là. Oui, ici on parle de prime d'engagement pour service d'intérêt national. C'est un effort, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Mais c'est un effort à saluer, à encourager. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire, Alessandro Adjina, que
le dialogue social est quand même en bonne forme, puisque si on vous écoute, vous avez fait des doléances, vous avez demandé, vous avez un cahier de doléances que vous avez affecté au gouvernement, vous avez des réponses à vos doléances. Est-ce que c'est la preuve que malgré tout ce qui se dit, le dialogue social est plutôt en très bonne forme? Bon, en réalité, depuis un bon moment, le dialogue social est en panne. Nous avons adressé ce mémorandum au gouvernement, ça fait un moment, mais le gouvernement a fini par réagir favorablement. C'est ça qui est à saluer. On aurait souhaité que la réaction intervienne un peu plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement a fini par réagir et je pense que c'est une bonne chose. Ça nous soulage. Voilà. Ok, merci Alessandre Adjinan. On suppose que votre dernier cheval de bataille, c'est le reversement. Par rapport au reversement, je crois que c'est une promesse du gouvernement. Et lorsqu'on a annoncé à l'Assemblée nationale qu'on allait reverser 3 000 AME en fonctionnaires de l'État, nous avons estimé que la chose n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les critères envisagés ne pouvaient pas être mis en œuvre. On ne peut pas aller voir les AME en situation de classe pour dire que c'est à l'issue de cette évaluation qu'on va les reverser. Parce que aller voir quelqu'un en classe, alors que un ministre a dit qu'il y a des AME qui ne respectent pas leur chef d'établissement, il y a le règlement de compte à certains niveaux. Mais dans le même temps, ceux qu'on estime qui sont aussi là, il y a du favoritisme, du népotisme, même s'ils ne font pas une bonne prestation. Voilà. Donc, cette alternative, cette méthode envisagée pour procéder au reversement des AME ne peut pas prospérer. Donc, ce que le gouvernement a à faire, c'est de procéder effectivement au reversement de tous ceux-là, vague par vague, c'est-à-dire ceux qui ont commencé, parce que la Spirana a commencé au titre de l'année 2019-2020. Oui, donc, exactement. Le gouvernement a intérêt, parce que c'est l'avenir du système. On n'ira pas chercher d'autres ailleurs. Dans leur rang, beaucoup ont déjà des diplômes professionnels, que ce soit au primaire comme au secondaire. Donc, ceux qui ont commencé en 2019, en 2020, à la fin de cette année scolaire, que le gouvernement prenne les mesures pour que ceux-là deviennent des agents de l'État. Et puisqu'ils sont déjà payés 12 mois sur 12, le reste a de l'espoir maintenant. Et on sait que au titre de l'année suivante, on va reverser tout le monde. Et avant que le régime en place ne finisse en 2026, on ne serait plus en train de parler d'AME non reversé. Voilà, et nous pensons que le gouvernement va agir dans ce sens. Voilà, on va partager cette espérance avec vous. Merci beaucoup Alessandre Adjinan pour nous avoir accordé ces premières impressions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin. Merci Alessandre Adjinan. Merci. Habib Adjaï, au regard de l'ampleur des mesures prises par le gouvernement pour le compte du Conseil des ministres de ce jour, est-ce qu'on peut dire que le dialogue social est plutôt en très bonne forme et que le gouvernement tient simplement ses engagements? Moi, je dirais que le dialogue social est en très bonne santé. Parce que je voudrais d'abord féliciter le gouvernement pour ça. Parce qu'il faut dire que c'est vraiment courageux. Et regardez un peu le coût, ce que cela entraîne comme coût dans notre économie par rapport à cela. Et c'est cela. Parce que quand on travaille pour les Béninois, on ne peut que contribuer à ce qui fera leur bonheur, ce qui fera leur joie, la paix, etc., dans leur famille. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a des difficultés au sein de l'État. C'est vrai aujourd'hui que
il y a des difficultés à mobiliser les fonds, les impôts, le pays a des difficultés. Mais néanmoins, l'État fait l'effort d'aller chercher les moyens, l'argent là où il faut pour satisfaire le Béninois. Et moi, je voudrais féliciter le Bénin, le gouvernement pour ça. Et c'est le Bénin qui gagne. Après ça, le chef de l'État l'a annoncé que au second mandat, au début de son second mandat, que c'est maintenant il va faire le hautement social. Cela rentre dans le hautement social. Vous comprenez un peu ce que cela engage dans la vie d'un seul citoyen. AME aujourd'hui, toutes ces réformes, enfin, ces avantages, Oui. tous ces avantages. Donc aujourd'hui, quand même, il faut quand même, moi je manque même de mots, face à ce conseil des ministres qui a changé radicalement le statut des AME. Je manque de mots pour... les conditions de vie. Oui, le statut est le même. Le statut est le même, mais je veux parler du statut financier, social, etc. Parce qu'aujourd'hui, AME femmes a des congés de maternité, etc. Ils ont des assurances. Non, le statut a changé à un certain niveau. Le statut social a changé. Du coup, je ne dirai pas plus, je risque de raconter n'importe quoi. Je suis encore ému positivement par cette décision. Et je remercie le président de la République pour ça. Mohamed Yamini. Vous êtes AME? Je ne suis pas AME, mais je suis quand même... vous savez, nous sommes ici dans les médias tout le temps pour soutenir et défendre le gouvernement. Aspirer au Mais métier vous savez, politique. je vais vous faire une confidence. Nous sommes dans les médias depuis 8 ans pour soutenir le gouvernement. Moi, j'allais à Porto-Novo la dernière fois. Bon, il y a un moment, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans. J'étais dans un bus. Les gens ne m'ont pas touché, ils n'ont pas appelé mon nom. Mais ils ont failli me manger dans le bus. Si je pouvais me transformer en un petit oiseau, sortir du bus pendant que j'allais à Porto-Novo, je serais parti. Parce que moi, je crois en ce gouvernement. Mais les gens, ils sont à la maison, ils nous regardent. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas un peu ce qui... Parce que tout ceci, c'est des étapes. Hier, si on leur disait que ça allait venir, ils ne croiraient pas. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est là. Donc, moi, je me satisfais de ce que le gouvernement fait. Et je crois quand même que le gouvernement est dans la bonne démarche. Il doit pouvoir continuer à écouter encore plus les partenaires sociaux. Un gouvernement qui tient ses engagements. Eh bien oui, Le président j'ai s'est engagé écouté pour ça. Alessandre Adjina et je me rappelle que j'ai fait un débat avec lui ici un jour. Bon, il était dans tous ces... C'est pas tous Bon, les- c'est un syndicaliste. c'est pas tous les jours il qu'on défend les droits entend de- le syndicaliste parler sur ce ton-là. Hein. Donc si aujourd'hui on a pu avoir ça, c'est que vraiment il y a quelque chose qui a été fait et c'est quelque chose de consistant. Ce pactole que le gouvernement a envoyé aux aspirants au métier de l'enseignement, c'est quelque chose de salutaire. Il faut reconnaître les efforts de ce gouvernement et saluer cela et inciter les AME au courage pour qu'ils puissent avoir plus de détermination à faire leur boulot. Parce qu'en faisant ce geste envers eux, on leur apporte plus de paix, plus de, je vais dire, de conviction, en tout cas d'engagement à faire ce pourquoi ils ont été recrutés. Et donc contribuent donc à l'élaboration du progrès pour le pays, contribuer à former nos En enfants réalité, au ils mieux. bénéficient déjà de certains avantages qui relèvent des enseignants fonctionnaires. Absolument. Tout ce qui reste là maintenant, je crois, si on fait le point, c'est la question du reversement. Ouais. Et je crois que ça aussi, ça viendra. Donc avec avec le dialogue qui va se maintenir, qui va se poursuivre, on va y arriver. On est arrivé à tout cela maintenant, parce que c'est tout un pactole, hein, ce n'est pas rien. On est arrivé à tout cela maintenant. On n'a pas eu besoin d'aller dans la rue. On n'a pas eu besoin de déserter les salles de classe. On n'a pas eu besoin de fermer les écoles pour en arriver là. Et donc, ça a quand même été fait. Ça veut dire que sans faire grève, sans faire tout le tapage qu'on connaît, sans faire tous ces mouvements de débrayage qu'on connaît là, on peut quand même arriver à obtenir quelque chose parce que le gouvernement aussi sait qu'il est là pour trouver solution au problème du peuple en général et de tous les corps constitués de la nation, tels les enseignants, tels les AME. Et c'est ça qui me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, au talonnisme, qui est la méthode du président Talon, qui par ailleurs, même si ce n'est pas donné à tout le monde, ne se branle pas, quoi que les gens puissent dire, et quelle que soit la mine de ceux qui sont en face. Il y a une certaine rationalité dans la conduite de l'action gouvernementale, dans les décisions qui sont prises, et on s'assure que si on prend la décision, on va pouvoir les respecter
à terme, ce qui est quelque chose de bien qu'il faut saluer et qu'il faut maintenir et qu'il faut chercher à ritualiser. Moi j'admire ça, c'est quelque chose de bien. On ne prend pas des engagements pour ne pas les respecter. Donc quand on prend des engagements, quand on veut prendre des engagements, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir les respecter. Et donc si on se rend compte que c'est quelque chose qui est possible, ça veut dire que si nous nous calmons tous, si nous faisons preuve, c'est difficile à faire, hein, c'est pas facile. Hein. Donc si nous faisons preuve de clairvoyance. Évidemment, c'est pas, nous ne substituons pas à ce que les AME vivent. Donc, si nous faisons tous preuve de clairvoyance et de patience, quoique c'est difficile, on peut arriver à faire mieux et à faire en sorte que le pays se porte mieux. Et ce serait de l'avantage de nous tous. Donc courage au gouvernement qui a fait ça et toutes nos reconnaissances et qu'il puisse faire encore davantage. Courage aussi aux enseignants, aux AME qui ont dû patienter jusqu'à ce moment pour avoir ça et en attendant la question du reversement. Donc courage à tout le monde et courage aussi aux aspirants au métier politique en attendant que ça ne vienne à leur niveau, que tout le monde puisse prendre patience et que le pays continue de vivre. Voilà. Je le dis, quel que soit qui nous sommes, quel que soit d'où nous venons, nous avons l'obligation patriotique de rester debout, de vivre pour que le pays puisse rester debout et continuer de progresser. Mohamed Yamidi l'a dit, ces avantages ont été obtenus sans grève et sans paralysie de l'appareil éducatif. Bon, même s'il y a eu quelques soubresauts ici et là ces dernières semaines. Oui, je voudrais simplement profiter pour répondre et dire simplement j'appelle les Béninois au patriotisme. C'est notre pays. Personne ne viendra construire le pays pour nous. Si ça ne va pas, nous devons discuter, échanger, parler. Et dire ce que nous pensons, ce qui nous fâche, sans briser l'autre, tout en respectant l'autre, sans casser notre pays, sans brûler notre pays, parce que c'est notre pays. Si elle est bonne, elle restera bonne pour nous tous. S'il est bon, il restera bon pour nous tous. Et si on le brûle, on n'aura nulle part où aller aussi. Donc il vaut mieux qu'on puisse de nos mains boucher la Diatroué qui est le Bénin. Et le pays se portera certainement mieux pour nos enfants et la postérité. Voilà, on va finir sur cette profession de foi de Habib Adjahi. Merci, je rappelle que vous êtes acteur politique. Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Finalement, Abzabt Abdoulaye n'a pas pu nous rejoindre. Lui, il est analyste géopolitique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour demain mardi pour d'autres développements, mais en attendant vous pouvez retrouver bien évidemment nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte X E-Télé Live et continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.